Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre le vocabulaire le plus important quand on veut faire une étude de la demande. Donc une étude de la demande fait partie en fait de l'analyse de marché, puisqu'on a vu dans les chapitres précédents que dans l'analyse de marché, on étudiait l'offre, la demande et l'environnement. Donc voilà les éléments qu'on doit retrouver quand on fait une étude de la demande. Alors qu'est-ce que c'est que la demande? La demande en fait, c'est l'ensemble des clients réels ou on va donc étudier la demande. La demande, c'est la suite de l'analyse de marché, puisque quand on analyse un marché, on étudie l'offre, la demande et l'environnement. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre les principaux concepts que vous devez absolument replacer lorsque vous avez une étude de cas où on vous parlera de la demande. Alors la demande, c'est quoi? La demande, c'est en fait l'ensemble des clients réels ou potentiels d'une organisation. Étudier la demande, ça commence évidemment d'abord par comprendre qui sont ses clients, donc dresser un profil et dresser aussi, comprendre la manière avec laquelle ils agissent. Ça peut être aussi intéressant, avant de se lancer dans une étude de la demande, de se rendre compte si le marché est porteur, c'est-à-dire si c'est un marché sur lequel il y a de plus en plus de clients, si c'est un marché sur lequel le nombre de clients stagne, voire si c'est un marché sur lequel le nombre de clients décline. Ça peut donner ensuite, déjà là une idée, de se dire est-ce que c'est un marché qui est intéressant pour moi de connaître. Alors connaître le marché, on va partir par exemple du marché de la croisière. On va partir au départ, dans mon marché, dans ma demande, j'ai mes clients, les clients actuels de l'entreprise. À ces clients actuels, je vais dans un premier temps aller chercher les clients de la concurrence parce que ces clients-là achètent déjà mes produits, mais chez les autres. Donc c'est les premiers clients que je peux récupérer quand je veux développer ma demande. Là, c'est ce qu'on va appeler la demande effective. Une fois qu'on a fait la conquête des clients de la concurrence et qu'on a fidélisé nos propres clients, bah souvent on stagne un petit peu et c'est là qu'il faut être créatif et aller chercher un petit peu plus loin et aller travailler sur ce qu'on a appelé les non-consommateurs relatifs. Donc un non-consommateur relatif, c'est un client qui n'achète pas parce que pour l'instant, ce que propose l'entreprise ne lui plaît pas. Donc par exemple, moi, j'aime pas les croisières parce que j'aime beaucoup faire du sport et je trouve que, bon voilà, dans croisière, on n'en fait pas. Si un croisiériste me propose de combiner peut-être circuit sportif à vélo à chaque fois que je fais une escale et croisière, peut-être que là, l'offre du croisiériste m'intéressera. Donc là, on va parler de demande potentielle, c'est-à-dire quels sont les clients que potentiellement je pourrais conquérir. À ces clients potentiels, on va rajouter les non-consommateurs absolus. Alors ceux-là, on va pas passer trop de temps parce que ces consommateurs-là, ce sont des clients qui ne consommeront jamais nos produits parce que parfois ils ont des problèmes physiques. Voilà, on ne vendra pas une voiture à un aveugle peut-être, des problèmes éthiques, des problèmes ou des raisons religieuses qui font qu'ils ne consommeront pas le produit que je propose. L'ensemble de ces clients, c'est la demande totale et c'est cette demande totale que je peux voir, donc essayer de comprendre si cette demande est potentiellement intéressante pour moi et donc potentiellement porteuse. Quand je vais faire mon analyse de la demande, je vais analyser cette demande à deux niveaux, au niveau quantitatif et qualitatif. Et j'insiste sur le fait que ces deux termes de vocabulaire doivent se retrouver dans une analyse de demande. Quand je fais l'analyse quantitative de la demande, je détermine le profil. D'accord? Donc j'insiste sur ce terme, le profil, et je veux savoir en fait, je veux connaître le portrait robot de mon client en utilisant des chiffres. Qui est mon client? D'où il vient? Quand est-ce qu'il vient? À combien ils viennent? Etc. etc. Donc pour cela, je vais utiliser des indicateurs. Je peux utiliser si je suis entourée, le taux de départ en vacances, la durée moyenne du séjour, le nombre de départs dans l'année, la dépense moyenne par jour, le panier moyen. Je peux utiliser les recettes, je peux utiliser le taux de variation du chiffre d'affaires, je peux utiliser aussi les parts de marché. D'accord. Ce qui va être intéressant, c'est de toujours voir et traiter ces indicateurs, mais de les analyser, c'est-à-dire de voir comment ils évoluent, à moins que je veuille faire une photo à un moment T. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir cette analyse pour voir là aussi comment évolue la demande et comment évolue le profil de mes clients. L'autre partie de cette analyse de la demande, c'est de faire l'analyse au niveau qualitatif. Donc là, je vais expliquer et déterminer le comportement et comprendre le comment et le pourquoi du comportement de mon consommateur. Au départ, il y a un besoin. Et c'est ce besoin que je vais devoir connaître. Si j'ai pas de besoin, j'aurai pas d'offre. D'accord? Un besoin, c'est quoi? C'est un état de manque ou de désir dans lequel se trouve le consommateur. Maslow a caractérisé en fait 5 types de besoins. Les premiers besoins sont les besoins physiologiques, boire, dormir, donc les premiers besoins qu'on doit satisfaire. Une fois que ces besoins sont satisfaits, on va passer à la sécurité, avoir un toit, si je vends des vacances par exemple, ça peut-être proposer une assurance. Besoin d'appartenance, j'ai envie de faire partie d'un groupe, donc non seulement je vais partir en vacances avec mon assurance, mais je vais peut-être aller dans un club, par exemple le Club Med, parce que je vais me sentir comme les autres et appartenir à un groupe.
Je vais pouvoir avoir le besoin d'estime. Je vais choisir d'aller au Club Med, mais je vais peut-être choisir le besoin d'aller au Club Med dans un pays qui est assez lointain pour pouvoir finalement être fier de mes vacances. Et le besoin d'épanouissement, c'est le besoin de me surpasser. Donc quand je vais être au Club Med, je vais peut-être en profiter pour faire un stage de voile et aller très très loin sur l'océan parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, j'ai envie de me dépasser. D'accord? Donc ces besoins sont le type de besoins qui vont satisfaire l'offre d'une entreprise. Donc il faut que je connaisse les besoins de mon client pour pouvoir y répondre précisément. L'apparition de ce besoin va faire naître un comportement. Donc un comportement, c'est quoi? C'est une manière d'agir quand on consomme un produit. D'accord? Donc c'est la réponse de comment. Est-ce que je viens seule? Est-ce que je viens en famille? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je viens une seule fois? Est-ce que je pars à la France? Est-ce que je pars à l'étranger? Donc toutes ces questions me permettent de voir que parce que j'ai ce besoin, je vais agir d'une certaine manière et comment je vais agir. Et c'est ce comportement qui va m'intéresser. Alors, moi, maintenant, ce que je veux comprendre, si je sais et si je connais le besoin, si je sais que mon client se comporte d'une certaine manière, c'est que je vais essayer de comprendre quels sont les facteurs qui vont influencer ce comportement. Puisqu'une fois que je connaîtrai les facteurs qui influencent le comportement, forcément, je vais pouvoir agir sur ces facteurs-là et puis communiquer et puis proposer des offres qui vont faire en sorte que le comportement soit déclenché et qu'il y ait achat. Alors, on va distinguer, en fait, 3 types de facteurs qui vont influencer le comportement, les facteurs psychologiques, personnels et sociaux. Les facteurs psychologiques, donc, repartent du besoin. Il y a un sentiment de manque au départ, le consommateur doit satisfaire ce manque pour être comblé. La motivation, c'est quoi? La motivation, c'est la force qui va pousser l'individu à satisfaire ce besoin. C'est-à-dire, j'ai mon besoin au départ, et dans ma tête, je me dis, oh là là, j'ai vraiment très très envie par exemple, j'ai très très envie de partir en vacances. Et donc, pourquoi pas à partir au Club Med. Mais à côté de ça, il y a en fait 3 types de motivation. J'ai envie de partir au Club Med parce que j'ai trop envie de me faire plaisir, de profiter, d'y être pour moi. Ça, c'est une motivation hédoniste. J'ai envie de partir au Club Med parce qu'au Club Med, il y a un club enfant et donc ça va leur faire plaisir, motivation oblative. Et j'ai envie de partir au Club Med parce que j'ai envie de dire qui je suis, j'ai envie de montrer aux autres que j'ai assez d'argent pour me payer un voyage au Club Med. Parfois, on peut avoir ces 3 motivations qui vont être réunies. Parfois, il y en a une qui est plus importante que l'autre. Et si moi, en tant que marketeur, je sais que c'est la motivation oblative, faire plaisir aux enfants, qui est la principale motivation, je vais peut-être pouvoir insister dans ma communication sur le fait que j'ai, par exemple, des activités pour les enfants dans mon club. D'accord? Si c'est l'hédoniste, je vais peut-être insister plus sur le fait qu'il y ait du spa. Mais si c'est les 3, je communiquerai sur les 3. À côté de ça, je vais avoir des freins forcément, donc la force qui m'empêche d'agir. Et là, on va distinguer 2 freins. Les freins rationnels, donc ceux qui sont véritablement fondés sur quelque chose. J'ai pas assez d'argent pour partir au Club Med. Et les freins irrationnels, oulala, on va partir en Thaïlande, et en Thaïlande, il y a plein de moustiques et c'est dangereux. D'accord? Donc là, c'est complètement irrationnel. C'est plus facile en tant que marketeur d'agir sur les freins irrationnels que sur les freins rationnels, évidemment. Alors, quand est-ce qu'il va y avoir achat? Évidemment, il y a achat quand les motivations sont plus fortes que les freins. Donc, mon objectif, moi, en tant que marketeur, c'est de jouer et d'agir sur les motivations et d'essayer de réduire les freins par mon offre et par ma communication et mon prix, si je peux, au maximum. Donc, à côté de ces facteurs de ce facteur de motivation et frein, j'ai aussi la perception, c'est-à-dire comment mon consommateur perçoit mon produit. Si je rentre dans un hôtel pour la première fois et que je vois un beau tapis rouge, des fleurs fraîches, etc., je me dis tout de suite que je suis motivée, j'ai envie d'y aller. Sinon, si c'est pas très joli, peut-être que j'ai moins envie. Et c'est l'apprentissage ou l'expérience. Plus j'achète un produit régulièrement, moins je vais avoir besoin de conviction pour acheter ce produit finalement. Si je pars au Club Med chaque année, finalement, j'ai pas besoin qu'on m'envoie trop de campagnes de communication. J'y vais, je le fais sans réfléchir parce que j'ai l'habitude et j'ai l'expérience de l'achat. Alors, à côté des facteurs psychologiques, on va avoir les facteurs personnels. Donc, ces facteurs personnels sont liés à mon âge, mon cycle de vie. J'achète pas les mêmes produits à chaque moment de mon cycle de vie. Et ils sont aussi liés à ma profession et à ma position économique. Forcément, en fonction de ma profession et de mon pouvoir d'achat, je ne vais pas acheter les mêmes produits. Donc ça aussi, c'est important pour moi de bien connaître, et ça c'est un peu lié au profil du client, mais de voir en fonction de l'âge de mes clients, quels sont plutôt les types de produits que je vais pouvoir leur proposer en fonction de leur profession et de leur pouvoir économique, là aussi, qu'est-ce qui va être important pour eux. Dernièrement, les facteurs sociaux. Donc les facteurs sociaux, c'est les groupes qui vont m'influencer. Les groupes d'appartenance et de référence. Donc appartenance, ça va être peut-être mes amis, mon club de sport, et la référence, ça va peut-être être tout simplement un youtubeur célèbre, un influenceur, où je vais me référer et qui va influencer mon achat. Et là, les entreprises, elles l'ont vraiment bien compris, puisqu'aujourd'hui, elles investissent énormément d'argent dans les influenceurs.
en faisant des partenariats parce qu'ils ont bien compris que parfois un influenceur, un post sur Instagram d'un influenceur, c'est beaucoup plus efficace qu'un spot de pub à la télé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc le rôle des leaders d'opinion. Donc là, j'ai mis une photo de Brigitte Bardot, puisque dans les années 60, quand il n'y avait pas Internet, peut-être c'était vraiment elle qui a fait démarrer et découvrir Saint-Tropez. Aujourd'hui, des leaders d'opinion, il y en a un peu partout. La famille peut aussi évidemment être un facteur social important, puisque souvent, pour les enfants, l'influence des parents est importante, mais vice-versa aussi. Voilà. Donc là, j'ai vraiment compris tous les facteurs qui vont motiver ce comportement et qui vont, agir sur ce comportement. Et c'est ce que je vais devoir comprendre pour faire agir mon client. À partir du moment où le comportement est mis en place, vais me décider ou pas d'acheter. Alors la décision d'achat, elle se fait en plusieurs étapes. Premièrement, j'ai la prise de conscience de mon fameux besoin, parce qu'on revient toujours au fameux besoin de départ. Une fois que j'ai pris en compte ce besoin et je sais qu'il existe, je vais chercher des informations pour le satisfaire. Donc chercher des informations dans ma mémoire, autour de moi, sur Internet, auprès des amis, en allant voir sur place chez des professionnels. Et je vais faire un espèce de mini tableau Excel dans ma tête, parfois un vrai tableau Excel, où je vais évaluer les solutions. Les bonnes, les moins bonnes, essayer de les classer pour voir celles qui me satisfont le plus. Et à partir de là, je vais prendre une décision. Est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas? Une fois que j'aurai acheté, je consomme et j'évalue mon achat. Donc là aussi, c'est important pour moi en tant que marketeur de savoir comment je peux influencer mon client à chaque moment. C'est-à-dire dans la prise de conscience des besoins, comment je peux être là, dans la recherche d'informations, donc peut-être dans la prise de conscience des besoins, une jolie vidéo sur une destination suffira. Dans la recherche des informations, j'ai besoin d'informations beaucoup plus techniques et beaucoup plus pratiques. Dans l'évaluation des solutions, j'ai peut-être besoin d'avoir quelqu'un qui soit là en hotline pour pouvoir répondre aux questions au moment où le consommateur prend sa décision. Et puis dans l'évolution post-achat, peut-être une présence sur les réseaux sociaux où je vais pouvoir lui demander de laisser son avis. Cette décision, finalement, elle est influencée. Donc elle est influencée par le consommateur, forcément, qui va utiliser et acheter. Mais pas seulement, parce que parfois, le consommateur et l'acheteur sont deux personnes différentes. L'acheteur d'un jouet, c'est souvent la maman, le consommateur, c'est l'enfant. Et là, les deux doivent être pris en compte. Et enfin, le prescripteur, donc le prescripteur qui va conseiller d'acheter le produit. La dernière, c'est le filtreur, ça c'est pour le B2B, c'est la personne qui est à l'accueil, la secrétaire par exemple, qui va qui va décider à la place de son responsable et qu'il va falloir parfois convaincre avant même le responsable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'est plus clair pour vous et j'espère que surtout vous retiendrez bien le vocabulaire qui est important et que vous devez vraiment remettre dans une étude de cas.